très ravie d'être parmi vous ce soir, en fait, pour parler d'un sujet d'actualité qui est en fait le diabète type 2 en Afrique. C'est un sujet en fait qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est temps d'aujourd'hui de parler de notre propre profil des patients diabétiques en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, ainsi de suite, d'établir nos propres recommandations. Et je vais essayer, à travers ma présentation qui va durer à peu près 1 heure de temps, de vous donner le maximum d'informations par rapport au profil de ce patient diabétique africain, quelle prise en charge, quelles particularités. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur la prise en charge particulière des patients diabétiques au cours du mois saint, Ramadan. Pour ceux qui voient des patients qui jeûnent, ça va être intéressant de consulter donc ma présentation et de réviser en fait la prise en charge thérapeutique de vos patients, là maintenant 2 mois avant Ramadan. Je vais partager ma présentation. Est-ce que j'ai la main pour partager ma présentation? Oui. Vous pourriez partager votre présentation. Partager l'écran. On arrive à voir votre diaporama. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la présentation est claire et le son aussi? Oui. OK. Donc, comme vous avez introduit, on va parler aujourd'hui du diabète type 2, profil du patient africain. Donc, j'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Ceci dit, je fais beaucoup de conférences, de webinaires avec plusieurs laboratoires, que ce soit Sanofi, AstraZeneca, Boehringer, Medis, ainsi de suite, en Tunisie, mais aussi à l'étranger. Je suis donc professeur en médecine à l'hôpital militaire de Tunis. Je suis responsable de la recherche au niveau de mon institution et je suis aussi chef d'unité de recherche maladies auto-immunes, comme je suis interniste. J'ai eu la chance d'être coordinatrice nationale et internationale de beaucoup de registres d'essais cliniques nationaux et internationaux, surtout avec le Covid. Sur le plan associatif, j'étais trésorière du bureau de la STMI, Société tunisienne de médecine interne, pendant 10 ans. Je suis actuellement membre de MENA-EDA. C'est un groupe en fait d'experts endocrino-internistes, donc au niveau de MENA. Je suis aussi membre de DAR francophone et je suis formatrice et key leader auprès de médecins de première ligne, spécialistes, laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend maintenant pour l'instant. Très bien. Pour introduire cette présentation, je dirais que le diabète prend aujourd'hui des proportions pandémiques en Afrique. En dehors des formats classiques de diabète sucré, c'est-à-dire diabète type 1 et type 2, il existe une forme particulière atypique du diabète appelé diabète de l'Africain ou diabète de type 2 cétosique, décrit chez les personnes d'origine africaine ou africo-américaine. Il faut savoir, quel que soit le type de diabète, la prise en charge doit être centrée sur le patient et bien sûr tenir compte des conditions et du climat socio-économique de nos pays africains. J'ai fait le choix de faire ce plan pour mon agenda. Le diabète type 2 en chiffres de par le monde. Quel est le profil du patient africain diabétique type 2? La prise en charge thérapeutique du patient africain, mais aussi du patient en fait diabétique type 2, toutes formes confondues. Comme j'ai introduit, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce thème que j'affectionne particulièrement, qui est la prise en charge en fait des patients diabétiques avant, pendant et après le mois de Ramadan. Et je vais à la fin conclure. Est-ce que ça vous va comme agenda? Est-ce que cet agenda répond en fait à vos attentes? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on arrive à vous entendre. Désolée si on ne répond pas vite, c'est parce qu'au cours de la présentation, on bloque les micros pour vous permettre de parler. Voilà. OK. J'enchaîne alors. Donc, je veux commencer en fait par la première partie, le diabète type 2 en chiffres. Vous avez déjà introduit les chiffres très alarmants de cette pandémie mondiale.
En fait, le diabète prend aujourd'hui des proportions pandémiques. D'après l'EDF, en 2015, on avait 415 millions de patients diabétiques. Ce chiffre va grimper en 2040 pour arriver à 642 millions. Regardez maintenant ce qui se passe au milieu, la région orange, c'est le MENA, dans l'Afrique, ainsi de suite, et l'Afrique, donc orange et violet. Donc, on avait dans les régions MENA en 2015 35 millions de patients diabétiques. Ce chiffre va carrément se multiplier par 2 pour donc arriver à 72 millions de patients diabétiques en 2040. Pareil pour la région donc l'Afrique, plus que le chiffre plus alarmant, plus que le chiffre va passer de 14,2 millions en 2015 à 34 millions de patients diabétiques d'ici 2040. 2040, c'est demain, hein, c'est dans quelques années. Maintenant, quels sont en fait les chiffres de diabète en Afrique? En 2021, il y avait environ 24 millions de personnes qui vivent avec le diabète en 2021, selon l'EDF. Et notre continent africain devrait connaître la plus forte augmentation par rapport aux autres pays donc, du monde du nombre de cas de diabète. Le nombre d'Africains souffrant de cette maladie devrait atteindre en 2045, retenez le chiffre mes amis, 55 millions, soit une augmentation énorme de 134% par rapport aux données disponibles en 2021. Il faut savoir que l'Afrique reste le continent, comptant le plus grand nombre de personnes, en fait, avec un diabète méconnu. On dépense beaucoup dans les complications de diabète, que ce soit les stents, les amputations. On dépense peu pour les meilleurs traitements, mais on dépense encore moins pour le dépistage et on va assister à une prévalence augmentée de patients, en fait, diabétiques méconnus en Afrique. Si on fait maintenant, on met le focus sur les chiffres du diabète africain. Est-ce qu'on a des chiffres? Il faut savoir, en fait, c'est tout récent, c'est seulement en 1997 que le diabète africain, appelé aussi diabète cétosique, a été reconnu, en fait, par les organismes OMS et l'ADA, American Diabetes Association. Donc, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts de cette proportion de patients, en fait, que ce soit en Afrique ou en Amérique. Cependant, ce qu'il y a à noter, en fait, cette forme de diabète africain est sûrement la forme atypique de diabète la plus fréquente en Afrique subsaharienne. Et on estime, d'après l'OMS et l'ADA, qu'il pourrait représenter 10 à 16% des cas de diabète dans cette région du monde. Donc, on a vu des chiffres de patients diabétiques, que ce soit un diabète forme classique ou diabète africain. On va passer maintenant au focus donc du sujet, le profil des patients africains diabétiques. Type 2, c'est quoi en fait cette forme clinique? C'est quoi cette notion? Donc, l'historique donc nous vient d'un Américain appelé Winter Ecole en 1987, où il a décrit avec ses collaborateurs la première description de cette forme atypique de diabète des Afro-Américains. Au début, les patients donc, manquaient d'insuline, donc initialement, et cette forme clinique se corrigeait après plusieurs mois, voire plusieurs années, en absence en fait de signature auto-immune. Depuis cette première publication, plusieurs cas en fait afro-américains et des cas similaires ont été décrits en majorité dans les populations africaines et subsahariennes. Il faut dire, et il a fallu attendre quelques années, 1960-1970, pour que des médecins avaient décrit des présentations atypiques de diabète dans certains pays de l'Afrique, tels que le Nigeria, qu'il avait appelé alors diabète temporaire ou diabète rémittent, puisqu'on peut assister à des rémissions en fait, et le patient en fait peut carrément s'en passer de son traitement, comme on va le voir. En fait, de quel type de diabète s'agit-il? Est-ce qu'un diabète type 1? Est-ce que c'est un diabète type 2? De nombreuses appellations ont été attribuées en fait à cette forme clinique. À terme, il est le plus souvent appelé diabète type 2, mais avec une cétose souvent inaugurale. Il se divise en deux sous-groupes. Le diabète type 2 cétosique avec entrée en rémission, que représente la majorité des patients encore appelés ketosis prone diabetes, ou deuxième sous-groupe, le diabète type 2 cétosique,
sans aucune entrée en rémission, encore appelé diabète fulminant ou diabète type 1 idiopathique. Ce qu'il faut retenir, c'est un diabète type 2 qui commence assez tôt dans la vie de la personne avec une forme cytosique inaugurale, d'où le recours en fait à l'insuline au début de la maladie. C'est en fait la présentation clinique ici, donc en gros, le diabète de l'Africain, c'est une expression utilisée pour désigner le diabète de type 2 cétosique, qui va se présenter donc au moment de la découverte comme un diabète type 1, mais avec une évolution ultérieure plutôt proche de celle du diabète type 2, avec recours donc aux antidiabétiques oraux, et parfois en fait, le patient peut carrément avoir une longue phase de rémission. C'est la présentation clinique. Et cette présentation clinique va dépendre en fait du moment en fait où on va voir le patient. Est-ce qu'on va le voir à la découverte de la maladie ou dans le suivi? Il faut savoir qu'initialement, l'âge moyen se situe entre 35 et 46 ans. On a souvent trouvé de la présence de diabète type 2 dans la famille. Cette maladie a une grande prédominance masculine, avec un sexe ratio 3 ans pour une femme. Le début il est souvent brutal, avec des chiffres élevés d'hyperglycémie majeure qui peuvent atteindre les 6 grammes, avec de l'acétone dans les urines. Il existe également une augmentation de la soif et de l'envie d'uriner d'installation rapide en quelques jours, voire en quelques semaines, sans qu'il y ait un facteur initial de décompensation. C'est une entité caractérisée par l'absence d'anticorps donc spécifiques du diabète type 1 et à la découverte, c'est une forme clinique qui va s'améliorer rapidement en fait sous insuline, très rapidement même. Au cours de l'évolution, le patient a été donc mis sous insuline. On peut assister chez des patients à de nombreuses hypoglycémies. Malgré la baisse des doses, on va donc dégraisser progressivement donc les doses d'insuline et malgré ça, le patient en fait peut donc être à risque d'hypoglycémie allant jusqu'à la possibilité d'arrêter l'insuline et passer carrément au comprimé. Donc, il faut bien éduquer le patient de cette forme clinique et éduquer le patient aussi des signes d'hypoglycémie. Et là, le patient va rentrer en rémission. Une rémission qui peut être très longue sur plusieurs années. Il faut la distinguer en fait de la ligne du miel du diabète type 1 qui est plutôt une rémission courte. Autre remarque pour discuter avec notre patient, il est à noter qu'un patient peut présenter plusieurs rechutes cétosiques intercalées de phases de rémission plus ou moins longues. Donc, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il y ait toujours une insuline sur lui parce qu'à tout moment, la maladie peut rechuter, il peut donc revenir en cétose. Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a une explication en fait physiopathologique pour le diabète africain? J'ai beau chercher, en fait, il n'y a pas de cause très bien connue. Je trouvais par contre une association, 20% de la population en Afrique donc présente un déficit en G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase. Et dans l'étude publiée en fait par Gauthier et Hall, 42% des patients présentés ce diabète cétosique avaient donc un déficit en G6PD. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une coïncidence? Donc, il faut faire beaucoup de recherches en fait, chercher en fait long et en large pour pouvoir en fait trouver une explication à ce diabète-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donc éliminer d'abord un diabète auto-immun, donc les anticorps. Il faut éliminer un diabète type 1 lent. Il faut éliminer un diabète type 2 décompensé sur le mode cytosique avec un facteur déclenchant, parce que dans le diabète africain, généralement, il n'y a pas de facteur déclenchant. Et bien sûr, il faut éliminer le diabète cortico-induit, les maladies secondaires, la maladie donc atteinte pancréatite, ainsi de suite. Donc, on a vu le diabète en chiffres. J'ai essayé de cerner pour vous le profil de patient diabétique type 2. On va passer maintenant à un chapitre très intéressant qui est la prise en charge thérapeutique de patients diabétiques type 2. Je vais donc partager ma présentation en deux parties. Je vais parler de la prise en charge d'un diabète type 2 classique, qu'on voit tous, mais aussi je vais mettre le focus sur la prise en charge, comme je viens donc d'introduire, de patients diabétiques, donc avec un diabète type 2 africain ou cétosique. Donc, il y a beaucoup de recommandations qui ont vu le jour récemment, surtout avec l'avènement de plusieurs médicaments. Donc, j'ai choisi en fait les recommandations les plus simples pour vous, les plus simples à appliquer. Il y a la SFD, il y a l'ADA,
Et pourquoi les SFD sont plus proches de nos pratiques quotidiennes? Parce que pour nous, praticiens, diabétologues, la metformine reste la pierre angulaire de traitement du diabète type 2, que ce soit en fait cétosique à la phase dans le suivi ou en diabète type 2 classique. Alors, par exemple, dans l'ADA, pour American Diabetes Association, ils ont carrément zappé la metformine pour passer à des molécules très chères, certes efficaces de la protection cardiovasculaire, mais nous, on reste classique. C'est en fait dans la vieille marmite qui est la bonne sauce et on reste attaché à notre chère metformine. Raison pour laquelle je vais parler aujourd'hui des recommandations de la Société française de diabéto, donc sortie en 2021, publiée en 2022. Donc, pour ces recommandations, on va commencer, comme je viens d'introduire, par la metformine. Bien sûr, associée toujours et encore par les mesures génétiques. Une fois le patient donc, a été mis en traitement, avec une introduction progressive, on va commencer par 1000, donc la première semaine, voir la tolérance, on va augmenter à 2000, sachant qu'il est inutile d'aller au-delà de 2 grammes pour la metformine. On va être face à 2 situations. Donc, à gauche, en vert, situation commune, et à droite, situation particulière. Je vais commencer de parler des situations communes. Situation commune, pour donc le SFD, c'est un patient âgé au-dessous de 75 ans, avec un index masse corporelle au-dessus de 35, absence de maladie athéromatose avérée, d'insuffisance cardiaque et ou de maladie rénale. Donc, qu'est-ce que préconise en fait SFD après la metformine? À pied égal, soit les inhibiteurs des PP4, soit les glyphosines qu'on appelle aussi glucosurie, qu'on appelle aussi inhibiteurs GLT2, ou analogue GLP1. Et regardez, on a laissé une petite place pour les sulfamides qu'on nous utilisons en fait le plus, vu leur disponibilité et leur en fait coût qui n'est pas très cher. Deuxième cas de figure, les situations particulières. Une maladie rénale chronique, un patient avec une cardiopathie ischémique, un patient en fait au stade d'insuffisance cardiaque. Donc, on va commencer à gauche. En cas de maladie rénale chronique, donc, on va recourir donc, en jaune au inhibiteur GLT2 plutôt qu'un analogue GLP1. Et qu'est-ce qui est écrit en bas? Regardez, donc, je vais dire pour vous en rouge. Donc, quel que soit le taux d'hémoglobine glyquée, ça veut dire, vous avez face à vous un patient avec une hémoglobine glyquée à 6,5 ou à 7%, un patient avec maladie rénale chronique, même si le diabète est équilibré, aujourd'hui, donc, on est invité à prescrire cette classe thérapeutique. En cas d'intolérance ou contre-indication, donc, il y aura la place en analogue GLP1. Deuxième situation particulière, l'insuffisance cardiaque. Pareil, quel que soit l'équilibre glycémique, quel que soit le taux d'hémoglobine glyquée, on préconise en gros format un jaune inhibiteur GLT2 ou, donc, en cas d'intolérance, contre-indication, analogue GLP1. Et troisième situation, en cas de maladie athéromatose avérée, donc à pied égal, et toujours, quel que soit, regardez en bas ici, le taux d'hémoglobine glyquée, donc on est invité donc à prescrire soit l'inhibiteur GLT2, soit analogue GLP1. Mais en pratique, est-ce que vraiment on suit les recommandations? On sait tous que les recommandations, que ce soit l'ADA, qui sont faites par des Américains ou SFD par les Français, sont plutôt adaptées en fait à un contexte socio-économique particulier. Mais nous, dans notre continent, il est temps en fait d'avoir nos propres recommandations pour pouvoir en fait adapter le bon traitement au bon patient au bon moment. Maintenant, le patient a été mis sous metformine plus une des classes thérapeutiques inhibiteur GLT2 de PP4 et il n'est pas dans l'objectif. Pour la situation, regardez, le choix numéro 1 d'après les CFD, c'est metformine plus analogue GLP1. Analogue GLP1, c'est un traitement qui a certes démontré son efficacité, la protection cardiovasculaire, la baisse d'hémoglobine glyquée, ça reste des piqûres et ça reste assez cher. Deuxième cas de figure, c'est écrit aussi deuxième choix privilégié. Donc, on peut associer donc, plusieurs combinaisons metformine plus inhibiteur GLT2 plus analogue GLP1 ou, mais ça reste très cher, hein, les deux ensemble, metformine plus GLT2 plus inhibiteur de PP4, c'est possible. Metformine plus sulfamide, inhibiteur de GLT2. Metformine des PP4, sulfamide, ainsi de suite. Et regardez,
Troisième situation, un choix alternatif, mais approprié à ce stade, c'est l'insuline. Donc, si jamais l'occasion se présente ou donc on n'a pas la possibilité d'avoir ces classes thérapeutiques, donc échec B-thérapie. Troisième solution, c'est introduire une insuline basale au début. Maintenant, votre patient est sur 3 traitements échecs de trithérapie. Donc, par exemple, le patient est sur metformine plus 2 anti-hyperglycémiques oraux, type inhibiteur DPP4, SGLT2 ou sulfamide. Et il n'est pas dans l'objectif. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Donc, là, le choix, on a 2 choix. Ici, un choix privilégié, ici, un choix alternatif. Le choix privilégié, c'est metformine plus les piqûres d'analogue GLP-1, plus ou moins inhibiteur GLT2 ou sulfamide. Ou l'autre choix qui reste alternatif et qui n'est pas cité à premier lieu par les CFD, metformine plus insuline basale. Bien sûr, avec une titration de la glycémie à jeun et éventuellement introduction, en fait, des bolus pour équilibrer la glycémie postprandiale qui reste elle-même un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Depuis 2008, et pour la protection cardiovasculaire, l'FDA exige que toute nouvelle classe thérapeutique ait ses propres essais cliniques, en fait, pour démontrer la protection cardiovasculaire de nouvelles classes thérapeutiques. Et effectivement, voici les 3 essais cliniques qui ont en fait validé et qui ont changé les recommandations pour introduire cette classe thérapeutique qui est donc les glyphosine inhibiteurs SGLT2 en fait dans la prise en charge des patients diabétiques type 2. Donc, le principal essai Slump-Parek Outcome pour l'AMPA, c'est un essai qui a donc recensé 7020 patients qui a duré 10 ans. Le Canvas programme pour la CANA avec 10 000 patients et d'éclairtimie en fait pour la DAPA avec 17 000 patients. C'est un essai en fait qui a duré 11 ans. Et c'est quoi la principale différence? C'est parce que le molécule, honnêtement, elles se valent, du moins l'APA et la DAPA. C'est que l'Amparec Outcome qui a validé donc l'AMPA, c'est un essai clinique en prévention secondaire seulement. Par contre, d'éclairtimie qui a validé en fait la dapagliflozine, les patients étaient divisés en 2 groupes, donc 60% en prévention primaire et 40% en prévention secondaire. Maintenant, comment ça marche? Quel est le mécanisme en fait d'action de cette nouvelle classe thérapeutique qui a été introduite dans les recommandations dès l'échec de la metformine, en cas d'échec de P-thérapie, mais aussi en cas d'échec de trithérapie. Donc, voici donc un schéma qui montre l'élimination rénale normale. Ici, le rein, en fort grossissement. En violet, c'est SGLT2 et en blanc, c'est le sucre. Donc, normalement, la majorité du sucre, il est réabsorbé ici. Au niveau du récepteur SGLT2, il y a une petite quantité va être réabsorbée, en fait, au niveau des SGLT1. Et du coup, on n'a pas du sucre qui passe de les urines. Et virtuellement, pas de glucosurie physiologique ou vraiment très minime. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va agir le SGLT2, en fait? Les inhibiteurs SGLT2 vont réduire la réabsorption de glucose dans le tube proximal que voici, ce qui va entraîner une élimination de glucose en excès. Donc, on aura une diurèse osmotique, mais aussi une perte énergétique. Comment ça? Puisque si on va éliminer 65 grammes de glucose, ça équivaut à éliminer une déperdition énergétique de 250 kilocalories par jour. Ça veut dire qu'on va perdre du poids. Une perte du poids qui est de 2 à 4 kilos, et d'après les études, qui va persister pendant 2, 3, voire 4 ans. Voici donc un résumé des effets cliniques attendus de cette nouvelle classe thérapeutique. On a vu ensemble qu'une excrétion accrue de glucose, c'est un effet immédiat. Le patient, il prend le comprimé maintenant, il a une diurèse augmentée maintenant. Donc, il faut l'éduquer, il faut le sensibiliser, lui dire, il y aura une petite polyurie les premiers de traitement. Les premières conséquences, c'est une diminution de la glycémie. Et ceci est très intéressant. Ça passe par les urines, c'est indépendamment de l'insuline. Effet bénéfique, bien sûr, quand on va perdre du sucre, une diminution du taux d'hémoglobine glyquée. Autre paramètre, comme je viens d'expliquer, une perte de calories, donc une perte de poids
qui est modeste, mais très bénéfique. On sait tous que perdre même 1 kilo pour un patient diabétique obèse, c'est toujours un gain en matière de protection cardiovasculaire et d'équilibre attentionnel. Deuxième effet clinique attendu, donc on va éliminer du glucose, on va éliminer du sodium avec, et les cardiologues adorent ça. On va augmenter la natriurèse, on doit diminuer la surcharge, et bien sûr, on va baisser la tension et la volémie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a peu de molécules qui diminuent à la fois l'hémoglobine glyquée indépendamment de l'insuline, qui vont faire perdre du poids, mais qui vont agir sur la surcharge, ils vont diminuer la tension et la volémie. On va revenir maintenant à la situation commune. Rappelez-vous, donc, un sujet qui n'est pas donc âgé, il n'est pas obèse, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire. En cas d'échec de metformine, donc, on aura AP égale soit un inhibiteur de PP4 à introduire ou la classe thérapeutique que je viens d'expliquer, le mécanisme inhibiteur GLT2 ou GLP1. Donc, je vais maintenant vous expliquer en fait la physiopathie de ces incrétines qui sont inhibiteurs de PP4. Comment ça marche? Donc, je vais parler maintenant, rappeler les mécanismes d'action des incrinomimétiques. C'est quoi l'effet incrétine? Ils sont appelés incrinomimétiques. C'est une augmentation en fait progressive, c'est une augmentation de l'insulinémie secondaire à l'administration orale d'une dose de glucose. Regardez, ici c'est les patients non diabétiques, les patients diabétiques. Quand on va donner de façon orale, ici la courbe en verte du glucose, ici donc la courbe en rouge de glucose intraveineuse. Cette différence entre les deux courbes, elle est appelée l'effet incrétine. Regardez, il y a une grande différence entre les deux courbes chez les patients non diabétiques par la sécrétion d'insuline. Par contre, le patient diabétique type 2 va perdre en fait un peu cet effet incrétine. Et effectivement, chez les non diabétiques, l'effet incrétine est responsable de 50 à 70% de la libération de l'insuline en réponse à un repas, toujours par voie orale, comme ça a été démontré sur des rats. Par contre, chez les patients diabétiques, comme je viens de montrer sur la courbe, cet effet il est réduit. Donc, il va contribuer seulement de 20 à 35% à la réponse insulinique lors d'une prise orale du glucose. Donc, nous, on va chercher comment donc captiver cet effet incrétine pour faire bénéficier en fait nos patients du bon équilibre glycémique. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'ingestion d'aliments? Ça va passer comme le sucrose dans le tube digestif. Il y aura libération des incrétines par le tube digestif qui sont le GLP1 et le GIP. Ils vont passer aussi par le pancréas avec une augmentation d'insuline glucose dépendante et une baisse du glucagon pour arriver à la fin à une stabilité du contrôle du glucose. Comment ça marche? Donc, on va revenir à ces incrétines. Ces incrétines, en fait, vont être dégradées par une enzyme appelée DPP4 en métabolite GLP1. Et ces inhibiteurs de la DPP4 qui a été recommandé en deuxième intention par la CFD vont venir en fait à ce niveau-là inhiber, comme leur l'indique, la dégradation de ces métabolites pour pouvoir arriver et continuer le schéma d'équilibre glycémique. Donc, le premier mécanisme des incrétines, c'est donc donner un inhibiteur de cette enzyme ou carrément donner de GLP1, que ce soit injectable. Il existe actuellement de GLP1 oral aussi. Pour revenir à l'objectif de traitement hypoglycémiant, on nous a appris avant qu'il faut en fait que la molécule réponde à 3 critères. Il faut que ça équilibre l'hémoglobine glyquée, certes, que ça équilibre la glycémie à jeun et la postprandiale parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Les choses ont changé puisque actuellement on attend d'un bon traitement hypoglycémiant que ça donne moins de variabilité glycémique, moins d'hypo et d'hyperglycémie, une meilleure qualité de vie, moins d'hypoglycémie et moins de prise de poids. Donc, on doit avoir des molécules qui répondent au maximum, en fait, à ces objectifs pour arriver, en fait, à une protection cardiovasculaire, rénale, équilibre glycémique, ainsi de suite. On sait tous, en fait, que le but de chaque traitement antidiabétique est d'arriver à contrôler les chiffres glycémiques. Ici, on s'intéresse, comme donc, dans cette diapo, en fait, à ce contrôle glycémique dans différentes régions, que ce soit dans le pays, comme vous voyez ici, on voit le développement dans l'Afrique ou des pays développés. Le constat est le même. Regardez, il y a une grande majorité des patients, en fait, qui ne sont pas dans l'objectif.
Ça a été décrit, en fait, d'après une étude observationnelle basée sur un registre de Hong Kong, le diabète type 2 précoce, que je viens d'introduire, diabète type 2 africain, c'est une maladie agressive. En fait, en rouge, on a ici, en fait, les chiffres d'hémoglobine glyquée chez les patients avec un diabète type 2 africain. Regardez, tout le long de leur vie, les patients ont resté avec une hémoglobine glyquée à peu près qui est voisine des 8 plus ou moins 0,15. Par contre, chez les patients avec un diabète type 2 classique, regardez, donc ils ont passé la majorité de leur vie avec une hémoglobine glyquée, donc meilleure que la courbe rouge, avoisinant ainsi 7,6%. Pour dire que le diabète type 2, malgré donc la volonté de bien contrôler les patients, reste une maladie agressive. Il faut savoir que l'exposition glycémique cumulative était 3 fois plus élevée pour le diabète type 2 africain que pour le diabète type 2 à débit normal, 42, comme vous voyez ici, contre 12. Autre point, donc ici, on a toutes les 10 ans, l'hémoglobine glyquée prédisait une augmentation de 25% en fait du risque relatif en fait de CM. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après ce registre en fait qui nous vient de Hong Kong, qui a recensé 21 000 patients, que l'apparition d'un diabète avant l'âge de 40 ans, type diabète cytosique africain, il est associé à un risque plus élevé de mortalité et d'autres complications que versus un diabète classique plus habituel qui va apparaître normalement plus tardivement. Donc, cette diapo va démontrer qu'en fait, qu'on assiste à une détérioration rapide de la glycémie de le diabète type 2 à début précoce qui est africain. En fait, les résultats dans cette diapo sont stratifiés par âge, 20, 30, 40. Et on assiste en fait à une détérioration rapide de la glycémie qui est particulièrement marquée chez les personnes chez qui le diabète type 2 était diagnostiqué assez tôt, type en fait diabète africain. Maintenant, comment on peut donc parler d'une prise en charge thérapeutique chez les patients diabétiques africains? Donc, on a vu la prise en charge d'un patient diabétique tout venant. Je vais ouvrir une parenthèse puisque c'est le sujet de ma présentation. La prise en charge en fait du diabète cytosique, avec 3 niveaux de prise en charge. Qu'est-ce qu'on va faire une fois le diagnostic a été découvert au début? Comment on va prendre en charge le patient durant donc les consultations et le suivi? Et qu'est-ce qui se passe en fait pendant les rémissions? Donc, comme j'ai déjà introduit, au moment de la découverte ou en phase de rechute cytosique, il faut initier un traitement par insuline. Bien sûr, corriger les troubles ioniques et chercher un facteur déclenchant. Il faut bien sûr, comme je viens d'introduire aussi, éliminer un diabète auto-immun en faisant l'usage des anticorps contre le pancréas. Bien sûr, on n'insistera jamais sur l'éducation thérapeutique du patient, sur les risques d'hypoglycémie, le contrôle glycémique et bien sûr les différentes modalités de resucrage, donc pour prévenir ces complications éventuellement qui peuvent se voir chez un patient donc on vient d'être insuliné. Qu'est-ce qu'on va faire pendant le suivi? Donc il faut le voir le patient de façon très rapprochée, avec des consultations rapprochées pour ajuster les doses d'insuline. On sera amené à diminuer de façon très progressive les doses, carrément donc à l'arrêter. Parfois, il est nécessaire d'arrêter l'insuline devant la présence d'hypos, surtout si les hypos sont répétitifs et sévères. Il faut penser à introduire la metformine chez les patients en surpoids ou obèses. Enfin, il faut mettre en place la surveillance d'hémoglobine glyquée. Et on peut carrément arrêter le traitement si le patient passe au-dessous de 6,5%. Donc, au moment du diagnostic, c'est l'insuline en cas de rechute, une bonne éducation. Le suivi se fait par des consultations très rapprochées, dégression progressive des doses et commencer par la metformine en cas de surpoids et arrêter tout traitement si l'hémoglobine glyquée est au-dessous de 6,5%. Qu'est-ce qui se passe pendant la période de rémission qui est assez fréquente? Le patient doit être informé, certes, et vous êtes maintenant en rémission, mais le risque de rechute, il est possible. À ce stade, le traitement consiste en la mise en place donc d'hygiène de vie et des ADO. Ça rejoint donc la prise en charge d'un patient diabétique type 2. On a commencé par la prise en charge comme un diabète type 1, bien sûr pendant le rechute de cétose aussi, et on va terminer donc pendant la rémission pour la prise en charge comme un diabète type 2
par les antidiabétiques oraux. Donc, vous connaissez tous ce schéma pour dire que l'approche de l'initiation du traitement doit être centrée sur le patient. En diabétologie, chaque patient est un cas. Donc, la prise en charge va être centrée sur le patient, ainsi que l'objectif glycémique. Vous voyez votre patient à la consultation aujourd'hui, il est à 9%. Vous êtes invité à faire un petit contrat moral avec lui pour arriver à quel objectif? Vous attendez quel objectif de vos patients? Est-ce qu'il doit passer à 7? Est-ce qu'il doit passer à 8? Ça va dépendre en fait de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs généralement fixes non modifiables qu'on va tenir en compte, tels que par exemple les caractéristiques du patient, de la maladie, les risques potentiels associés à l'hypoglycémie de certains médicaments. Un médicament qui donne de l'hypo, on ne peut pas le changer. La durée de la maladie, un diabète récent, donc on va être plus exigeant avec le patient versus un diabète très ancien. L'espérance de vie, kiff, un patient qui est jeune, donc on va être exigeant par rapport à un patient âgé, les comorbidités et les complications vasculaires. Et cet objectif glycémique va aussi dépendre en fait, de certains facteurs modifiables. Est-ce que le patient il est motivé? Un patient qui est motivé, donc il n'y a pas de contrainte, donc il est cortiqué, il va donc vouloir équilibrer son diabète rapidement, versus un patient entre parenthèses qui s'en fout, qui n'a pas mal, et en fait qui a besoin d'auto-assistance. Et on revient à la question du coût, parce qu'on peut prescrire la meilleure molécule aujourd'hui si les prises en charge ne suivent pas, si le patient n'a pas les moyens, comme si on n'a rien fait. Donc, ça va dépendre si notre objectif glycémique va dépendre en fait des ressources et des systèmes de soutien. Pour le premier point, donc certes, le traitement, c'est bien, mais il faut qu'il y ait, comme je viens d'introduire, une efficacité sur le contrôle glycémique. Ce tableau résume pour vous les facteurs propres aux médicaments et aux patients à prendre en compte lors des choix des traitements hypoglycémiants. Ça veut dire quoi? L'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, les risques d'hypoglycémie, parce qu'un patient qui va faire une hypoglycémie, il ne va pas adhérer à son traitement, la variation du poids, les complications cardiovasculaires, la progression vers la cétose et le coût qui est très important donc chez nous en Afrique. Et ça va dépendre en fait de la molécule, metformine, inhibiteur SGLT2, ainsi de suite. J'ai choisi en fait ce schéma coloré pour vous pour mieux voir les choses. Donc, les différentes classes thérapeutiques sulfamide avec première, deuxième génération, inhibiteur SGLT2, inhibiteur des PP4, analogue GLP-1, insuline. Tout ce qui est vert, c'est bon. Si par exemple, on va prendre l'exemple de réduction d'hémoglobine glyquée, les molécules qui font beaucoup mieux donc agir sur l'hémoglobine glyquée versus les autres, c'est le sulfamide, analogue GLP-1 et l'insuline. Ils vont faire baisser plus l'hémoglobine glyquée, par exemple, que l'inhibiteur SGLT2 et les PP4. En matière de poids, on sait tous que le sulfamide, surtout les premiers, donc c'est pas deuxième génération, et l'insuline vont prendre du poids. Le risque d'hypoglycémie, il est élevé, on le sait tous, avec l'insuline, mais aussi il est modéré avec le sulfamide. Les bénéfices cardiovasculaires ont été démontrés d'après les études pivot avec l'inhibiteur SGLT2, mais aussi avec l'analogue GLP-1. La protection rénale, elle est bonne. On vient de voir le mécanisme avec le glyphosine inhibiteur GLT2. Le coût reste à discuter puisque les analogues GLP-1, certes, c'est des molécules, regardez, donc, ils ont 4 verts ici, hein, baisse d'hémoglobine glyquée, perte du poids, donc conséquente, pas d'hypoglycémie ou peu, bénéfice, mais reste des molécules très très chères et c'est des injections. Donc, il faut que le patient soit donc adhérent à ce type de prise en charge. Donc, pour dire que le choix de traitement doit être individualisé en fonction du profil du patient. Donc, on a vu les différentes molécules qui vont agir sur l'équilibre glycémique. Maintenant, tout ce qui est complications macro et microvasculaires. Donc, on a souvent dit en fait que le sulfamide sont passés sur la protection vasculaire. L'étude Caroline, en fait, est venue démentir cette notion, puisqu'il y a en fait, regardez ici les deux courbes avec l'imipyride versus l'inagliptine. Et l'utilisation de l'inagliptine par rapport à l'imipyride pendant une période médiane de 6,3 ans a entraîné un risque non inférieur de protection cardiovasculaire. Donc, ils ont fait en fait le même fait sur le cœur. Par contre, dans le groupe d'imipyride, c'était attendu, l'ajustement agressif de la dose a augmenté le risque d'hypoglycémie, entraînant un taux plus élevé d'hypoglycémie. Donc, sans augmentation du risque cardiovasculaire dans le groupe d'imipyride. Maintenant, pour les mortalités cardiovasculaires,
Kiff, on va s'attarder sur les sulfamides qui sont les classes thérapeutiques les plus prescrites. Il faut savoir que les deux classes thérapeutiques qui sortent du lot, ici, c'est glimépiride et glyclazide, qui sont associés à un risque plus faible de mortalité, toutes causes confondues, et liées aux maladies cardiovasculaires par rapport au glibenclamide, qui n'est plus utilisé, j'espère, dans vos pratiques quotidiennes, parce que c'est des molécules qui ne sont pas non seulement efficaces, mais qui peuvent aussi provoquer plusieurs hypoglycémies chez notre patient. Pour tout ce qui est effets rénaux, on a vu dans l'étude Advance qu'il y a donc une protection rénale avec donc cette classe thérapeutique et le contrôle intensif par glyclazide plus d'autres hypoglycémies pour atteindre l'hémoglobine glyquée inférieure à 7,5% a réduit l'incidence des événements microcirculatoires majeurs, principalement par la baisse de cette néphropathie. Troisième point, en fait, les comorbidités. La principale comorbidité, en fait, c'est la prise de poids. Et on a vu qu'avec les sulfamides, on arrive aujourd'hui à avoir une neutralité pondérale, surtout dans l'étude Advance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait en cas d'échec metformine où le metformine est mal toléré? Donc, il y a une association de sulfamide plus inhibiteur GLT2 qui peut être un choix approprié pour les patients intolérants à la metformine. Parce que certes, la metformine, c'est la pierre angulaire, mais qu'est-ce qu'on fait si le patient en fait tolère mal? Donc, on peut prescrire le sulfamide seul. Pourquoi pas une association bénéfique de sulfamide et inhibiteur GLT2? C'est un traitement combiné qui peut donner donc un effet bénéfique sur le poids avec moins d'hypoglycémie, avec une sécurité bien sûr cardiovasculaire qui nous vient d'inhibiteurs GLT2. Voici les avantages cardiovasculaires de cette association sulfamide et inhibiteur GLT2. L'avant-dernier point qui est très important à mon avis, c'est le coût, c'est l'accès aux soins. Donc, si on revient à cette diapo, regardez. Donc, le coût doit être rentré en jeu donc, de différents critères. Les sulfamides sont pas chers et ils sont accessibles par rapport aux inhibiteurs de GLT2 et sont moins chers que les inhibiteurs de PP4, mais encore moins chers que les analogues GLP-1 qui restent efficaces, comme je viens de dire, mais qui restent des molécules très chères. Et l'insuline, on le sait tous, ça dépend en fait de la classe de l'insuline analogue, première génération, deuxième génération, ou insuline classique MPH. Pour le coup, donc la classe qui est la plus chère, c'est l'inhibiteur GLT2 ici en rouge. L'inhibiteur de PP4, c'est un coût intermédiaire et les autres, la metformine, le sulfamide et donc l'inhibiteur alpha-glucosidase, c'est des molécules accessibles donc en Afrique et qu'on utilise assez souvent. Pour la disponibilité des médicaments antidiabétiques oraux en fonction des pays, donc d'après l'EDF, regardez, donc les pays à faible revenu, même l'accès aux soins est difficile. Regardez, la metformine disponible simplement à 20%, le sulfamide à 11%, que dire des autres classes thérapeutiques. Et même dans les pays, en fait, développés, ça reste des molécules assez chères, comme regardez ici, en fait, 48% de GLP-1 qui ne sont pas accessibles et 47% des inhibiteurs GLT2 dans les pays, en fait, intermédiaires. Bien sûr, ce n'est pas le cas des pays à revenus élevés où tout est possible, où le praticien a le choix, en fait, de prescrire la molécule, que ce soit selon les recommandations ou que ce soit, en fait, en discutant avec son patient. Adhérence du patient. Quand on va parler d'adhérence, on va parler d'hypoglycémie. On sait tous, si le patient va faire une hypoglycémie, il va certainement plus adhérer à son traitement. Et pour les molécules qui donnent plus d'hypoglycémie, donc bien sûr l'insuline qui donne plus, de façon à modérer les sulfamides, de façon très faible, l'inhibiteur GLT2, l'inhibiteur des PP4 et bien sûr analogue GLP-1. Donc la molécule qui donne plus d'hypoglycémie, regardez ici le sulfamide. Il faut savoir que les sulfamides sont deux types de sulfamides et que les deux classes thérapeutiques qui sont les glyclazide et glimépiride, donnent moins d'hypoglycémie par rapport aux autres classes thérapeutiques. Et pour résumer, voici un tableau des avantages et des inconvénients des classes d'hypoglycémie oraux. Inhibiteur de PP4, les avantages, c'est un point qui est neutre, hypoglycémie rare, des molécules disponibles qu'on peut prescrire, on sait que des metformine. L'inconvénient, le contrôle glycémique n'est pas aussi important par rapport aux autres classes thérapeutiques, on l'a vu. Analogue GLP-1, un effet protecteur cardiovasculaire, certes, un effet rénoprotecteur dans un sous-groupe, hypoglycémie rare, mais c'est cher, c'est un traitement injectable et parfois, ça peut donner en fait un malaise ou une intolérance digestive. Inhibiteur GLT2, donc on vient de voir selon les recommandations, échec metformine ou chez les patients en fait coronariens, insuffisance cardiaque ou maladie rénale.
Donc, effet protecteur cardiovasculaire, rénal, associé à une perte du poids modeste, hypoglycémie rare, mais kiff, c'est un traitement qui est cher avec certaines précautions. Donc, il faut éduquer le patient à une polyurie primaire. Il faut donc éduquer les patients au risque d'infection donc urinaire et génitale. Si les patients sont diurétiques, ils font une bonne surveillance diurèse. Chez les patients donc hypotendus, normotendus, il faut bien surveiller la tension artérielle. Pour le sulfamide, c'est des molécules qui sont pas chères, associées donc à toutes les classes thérapeutiques. On a la chance d'avoir aujourd'hui les sulfamides de nouvelle génération qui sont à faible risque de poids et faible risque d'hypoglycémie. Le risque accru, c'est l'hypoglycémie donc avec les premières générations. Le risque, il est modéré avec des générations et donc mais utilisé avec prudence chez les sujets âgés versus les PP4 qui peuvent être utilisés avec plus de sécurité en gériatrie. Je vais terminer ma présentation avec ce chapitre donc, que j'affectionne particulièrement, diabète et ramadan. Et je suppose que certains d'entre vous ont des patients qui ont déjà fait ramadan et qui vous souhaitent faire ramadan. Donc, ils vont venir vous voir en consultation. Ils vont poser beaucoup de questions et j'espère donc pouvoir répondre à certaines d'entre elles à travers mes futurs diapos. Est-ce qu'un patient diabétique peut jeûner? D'après vous, est-ce qu'un patient diabétique, est-ce qu'on peut lier différents éléments de puzzle, différents paramètres pour répondre à cette question à notre patient? Il vient vous voir en consultation, docteur, est-ce que je peux jeûner? En fait, la gestion de diabète pendant le mois de Ramadan est un vrai défi pour les praticiens, mais aussi pour le patient. Les principaux risques sont certes l'hyper et l'hypo, de l'intérêt en fait d'une autosurveillance glycémique. Par exemple, un patient qui n'a pas de glucomètre, de bandelette, il est à haut risque. C'est un patient qui devait soit se procurer ce device, soit ne pas jeûner selon en fait les règles de l'art. Tout ça pour dire qu'il faut ajuster les traitements antidiabétiques pour jeûner en sécurité. Que dit la religion? Donc, on le sait tous, les enfants, les malades, les femmes enceintes allaitantes, les voyageurs sont exonérés. Mais dans la vraie vie, est-ce que tous les patients suivent les recommandations des médecins? On sait tous que 40% des patients diabétiques jeunes sont notre avis. 80% des patients à haut risque cardiovasculaire et rénal jeunes contre aussi avis médical. En parallèle, beaucoup de patients à haut risque, ça veut dire diabétique type 1, insuffisance rénale, peuvent jeûner en toute sécurité. Tout ça pour dire que beaucoup de patients diabétiques, c'est notre rôle en fait de l'éduquer, de les accompagner en cette période en fait avant Ramadan. Regardez les chiffres. Donc, il y a une forte communauté musulmane. Regardez aussi en Afrique, que ce soit nord, centre ou sud, qui jeûnent. Et les risques potentiels sont au nombre de 4. Il y a l'hypoglycémie d'abord, l'hyperglycémie, le cétose diabétique et une notion qu'on ne connaît pas souvent, en fait, c'est un patient qui risque de thrombose, surtout quand le ramadan vient dans une saison assez chaude et quand on va jeûner plusieurs heures. Pour l'hypoglycémie, elle est surtout l'apanage des patients sous insuline MPH ou certains sous famille première génération, ou si le patient sort le sourd, donc il y a un risque d'hypoglycémie. Pour l'hyperglycémie, c'est en cas d'apport glucide excessif, et on sait tous, donc pendant le ramadan, il y a beaucoup d'envie, on veut manger, on va partager, il y a beaucoup de sucreries, beaucoup de boissons, ainsi de suite, ou en cas d'un traitement qui est mal adapté, donc l'hyperglycémie, elle est possible. Pour la cétose, c'est plutôt sur le patient diabétique type 1, en cas de réduction excessive de dose d'insuline pour prévenir les hypoglycémies ou en cas d'un phénomène intercurrent tel qu'une infection, par exemple. Et le quatrième risque potentiel, surtout chez les patients âgés, chez les patients déshydratés, ceux diurétiques, chez les patients qui ont un travail pénible. Donc, c'est quoi le risque? C'est un risque thrombotique et on va tous le nombre augmenté d'accidents vasculaires, d'infarctus du myocarde, d'hypotension augmenter pendant le mois de Ramadan, surtout donc si ces 3 critères sont réunis. Donc, l'étude EPIDIAR, c'est une étude menée donc, dans 13 pays musulmans. La Tunisie et le Maroc ont participé. Donc, 12 000 patients ont été recensés, répartis donc majoritairement en diabète type 2, seulement 8% diabète type 1. Et le jeûne de Ramadan a été concerné, 43% des diabétiques type 1 et 80% des diabétiques type 2. Regardez les risques d'hypohyperglycémie. Ce risque, ici en rouge, était majoré chez les patients, en fait, diabétiques type 2. Il était multiplié par 7,5 pour le diabète type 2, l'hypoglycémie, et le risque d'hyper, il est multiplié par 5. Donc, il y a des avantages à jeûner, c'est quoi? Une meilleure qualité de vie,
Donc, on va essayer de perdre du poids, un sevrage léthargique possible. Il y aura une relation, en fait, très étroite avec le personnel de la santé. Et pourquoi, en fait, profiter du mois de Ramadan pour améliorer la prise en charge de son diabète. Quelles sont les sources de connaissances des patients? Les patients viennent vous voir, j'ai entendu le docteur à la télé, j'ai vu ma voisine, mes amis parlent que je peux jeûner alors que je prends ce traitement. Donc, les sources sont multiples. Ça peut être l'entourage, les médias. Maintenant, il y a l'Internet, les laboratoires pharmaceutiques et certaines publicités. Donc, le patient, il est perdu. Il vient vous voir, mais vous aussi, vous êtes perdu. Hein. Et voici le médecin, donc voici notre situation à la veille du Ramadan. Il y a les avis médicaux qui sont opposés, mais j'insiste sur l'accompagnement du patient. Quelle que soit sa décision, soit il peut jeûner, donc on va l'accompagner, ou il ne peut pas jeûner, il faut être donc à ses côtés. Surtout aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouvelles classes thérapeutiques qui donc sont pourvoyeurs de moins d'hypoglycémie, de nouvelles études pour en fait avoir en fait des messages et des guidelines unifiés entre nous, donc les praticiens. Donc, les recommandations du diabète et Ramadan ont été mises en place la première fois en 2016, donc par ce groupe EDF-DAL. Ça a été révisé donc en 2021. Plusieurs pays, regardez, plusieurs pays même africains ont participé en fait à ce consensus EDF-DAL 2021. Et la première conclusion à tirer de ces recommandations, c'est qu'on insiste sur 3 étapes. Une évaluation pré-Ramadan qu'on doit faire maintenant, 6 à 8 semaines, donc avant le mois saint. Il faut ajuster maintenant le traitement et le garder ajusté pendant le Ramadan. Et c'est très important de voir le patient en fait après le Ramadan. Ça s'est bien passé, oui ou non? Vous avez bien toléré le traitement? Vous avez du hypo, oui ou non? Combien de jours vous avez jeûné? Ainsi de suite. Donc, c'est une consultation très importante qu'on oublie souvent donc, dans notre pratique quotidienne. Donc, avant Ramadan, comme je viens de dire, tous les patients doivent être convoqués à 6 semaines pour une évaluation pour stratifier le risque. Le risque, il peut être faible, c'est le risque de jeûner, modéré et haut. Donc, on va insister sur la fréquence de surveillance pendant Ramadan, insister donc aux indications où le patient va rompre le jeûne et après voir le patient, comme je viens de dire, pour une évaluation post-Ramadan. Donc, voici le fameux score, en fait, que je vous invite tous donc, à voir et que je peux envoyer, en fait, à mes collègues. C'est un lien, en fait, en français. Ça, c'est la version anglaise. Donc, on va donner des points pour chaque item. Il y a en tout 14 items. Donc, par exemple, pour un patient diabétique type 1, il va avoir 1 point. Un patient diabétique type 2, 0 point. Un patient qui a un diabète très ancien, c'est 1 point. Un diabète récent, 0,5 points. 0 point, pardon. Un patient qui fait des hypoglycémies avec le recours à une tierce personne avec une perte de connaissance 6,5 points. Un patient qui ne fait pas d'hypoglycémie 0, ça va varier donc de 0 à 6,5. Pour le niveau de contrôle glycémique, une hémoglobine glyquée au-dessous de 9%, le patient aura 2 points. 0 point pour un diabète équilibré. Ce qui est innovant, en fait, c'est la prise en charge en fonction du traitement. Pour les patients, en fait, sur basal bonus, sur les patients, pardon, sur multiples injections, de Mixtar, de Novomix, ils vont avoir 3 points. Sur le patient, sur le schéma basal bolus, c'est 2,5. Sur le patient, sur une seule injection mixte, c'est 2 points. Une seule injection en bedtime de basal de patient va avoir 1,5 points. Le fameux glycémique de Downhill, 1 point. Les glyclasides et glymipérides, c'est une famille deuxième génération, 0,5 points. Et pour les classes thérapeutiques qui sont inhibiteurs des PP4, tels que la Vilda, la Cita, ou l'iflozine, tels que la DAPA, ils n'ont pas 0 point. Pour dire l'importance, en fait, de donner ce type de molécules chez les patients désireurs, en fait, de jeûner. Maintenant, est-ce que le patient suit les recommandations du médecin indiquées et les conduit? Si oui, 0. S'il ne les fait pas, c'est 2 points. Est-ce que le patient a présenté une complication, que ce soit hyper ou une cétose diabétique, durant les 3 derniers mois, c'est 3 points. Elle n'a rien fait, 0 points. Les maladies cardiovasculaires, ça va d'une maladie cardiovasculaire instable à l'absence de maladie cardiovasculaire, de 0 à 6,5 points. L'atteinte rénale en fonction de la clairance, ça va de 0 à 6,5. La grossesse, oui ou non. Le trouble cognitif, est-ce que le patient, donc, il est fragile ou non? Ça va d'un patient fragile, donc, avec, par exemple, un tableau de démentiel de 6,5. Bon, un démentiel, on ne va pas l'inviter à jeûner quand même. Hein. Ou un patient, donc, qui n'est pas fragile, 0 point. Ça va dépendre, en fait, aussi au travail du patient. Une secrétaire, elle ne fait pas les mêmes efforts
qu'un agriculteur. Donc, en cas de travail intense, c'est 4 points. En cas de travail, absence de travail physique intense, 0 points. J'ai bien insisté sur la consultation après Ramadan. Donc, l'expérience du mois Ramadan dernier. Est-ce que le patient a bien, donc, ça s'est très bien passé, oui ou non? Et le nombre d'heures. Est-ce que le patient va jeûner plus que 16 heures ou égal à 6 heures? C'est 1 point. Moins de 16 heures, c'est 0 point. Et on va faire la totale et le patient sera stratifié en risque faible de jeûner s'il a entre 0 et 3 points. Donc, le jeûne, il est permis. Et en risque modéré entre 3,5 et 6 points. Donc, il faut l'accompagner, ajuster les traitements et autoriser donc l'autosurveillance. Ici, le risque, donc, il est haut, plus que 6 points. On va déconseiller le patient de jeûner. Comme il faut rompre le jeûne chez un patient diabétique qui jeûne, 3 situations. Quand on a une glycémie au-dessus de 0,7, quel que soit le moment de la journée. Quand on a une hyperglycémie à 3 grammes, et bien sûr, n'importe quel moment où le patient va se sentir mal ou avoir des signes, en fait, d'hypoglycémie. Là, il faut aussi rompre le jeûne, même si c'est un quart d'heure avant, en fait, la rupture de jeûne. Avant, dernière partie, en fait, adaptation des traitements antidiabétiques au cours des ramadans. Donc, la prise en charge des patients diabétiques, on l'a vu, ils peuvent bénéficier de plusieurs classes thérapeutiques, metformine, acarbose, glétazone, insulinsécréteur, ainsi de suite. En fait, pour la metformine, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour une seule prise, on ne change rien, on la prend pendant l'eftad. Pour 2 prises, il n'y a pas de changement. Par contre, pour 3 prises, pour faire simple, on va enlever la prise du midi. On va garder la prise du soud et la prise de ftoul. Pour la carbose, il n'y a aucun risque en fait, mais il faut savoir qu'aucune étude randomisée contrôlée n'a été conduite avec la carbose, mais c'est bien, il n'y a pas de modification de dose, donc on garde la même dose de carbose. Pour en fait, pour tout ce qui est en fait sécrétagogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Les doses à chaque repas peuvent être réduites ou redistribuées à 2 doses pendant le ramadan, selon la consistance du repas. S'il prend par exemple 2 comprimés après le repas, donc dans les jours normaux, et on peut réduire un petit peu un comprimé pour l'action de la postprandiale. Pour les sulfamides, on sait tous que les sulfamides sont largement utilisés comme traitement de deuxième intention, même si ça a été révisé dans la CFD, comme je viens de démontrer, c'était une petite niche par rapport à DPP4. On a aujourd'hui une bonne expérience avec cette classe de médicaments efficaces à faible coût. Il faut toujours poser le rapport coût-efficacité. Le risque d'hypoglycémie, donc, il est l'apanage des sulfamides de première génération. Et ce risque, comme je viens de dire, va varier selon le médicament. Et on sait tous que les sulfamides de deuxième génération, en fait, sont en fait des molécules trop prescrites avant Ramadan. Pour le sulfamide, pour une seule prise par jour, prendre à l'EFTA, donc patient avec des glycémies équilibrées, envisager la réduction de la dose. On peut réduire, par exemple, s'il était sur glimépiride 6, réduire à 4. Pour 2 prises par jour de glyclazide, par exemple, la dose de l'EFTA reste inchangée. Et patient avec des glycémies équilibrées, réduire toujours la dose du suhour. Le message à passer, c'est toujours de réduire la dose du suhour. Par contre, pour l'ancienne génération, il faut switcher vers, en fait, les sulfamides deuxième génération. Pour les DPP4, pas de modification, pas d'hypoglycémie, pas de changement, que ce soit pour la Vilda, les états disponibles ici. Pour une HbA1c kiff-kiff, le score de risque est 0, mais précautions particulières, surtout en cas de vomissement, en cas de diarrhée. Donc, il faut donc penser à se réhydrater. Donc, il est recommandé d'augmenter l'apport hydrique pendant les heures non à jeun. La sensation de soif susceptible d'être plus élevée. Et cette classe thérapeutique a un faible risque d'hypoglycémie. Ça s'est dit, aucun ajustement n'est nécessaire en fait durant le mois de Ramadan. Un patient qui prend plusieurs traitements, c'est un patient à risque, surtout s'il est âgé, il faut faire attention en fait quand il va jeûner avec plusieurs médicaments. Je résume tout ce que je viens de dire dans ce tableau-là que j'ai fait moi-même. Donc, pour les bénclamides, le score de risque est d'un et de 1. C'est à éviter, à bannir. Il faut switcher là maintenant vers une DPP4 ou vers sulfamide deuxième génération. Pour les sulfamides deuxième génération, les glénides, le score de risque est 0,5. Rappelez-vous donc le score. Donc, glimépiride, une seule prise à iftar qu'on pourrait diminuer si les patients trop bien équilibrés. Pour glyclazide, décide 2 fois prendre la dose habituelle à l'iftar et 50% au suhour. Pour les glénides, diminuer un peu la dose en fonction du repas. Pour tout ce qui est des PP4, Vildaceta, inhibiteur SGLT2 et acarbose, metformine, le score de risque il est 0. Donc, c'est des molécules bien tolérées qu'on peut garder avant Ramadan. Aucune modification. Donc, sous réserve d'une bonne hydratation
pour les glyphosine et le GLT2 et sous réserve d'un certain en fait trouble digestif, donc avec la carbose. Pour l'insuline, avec tout ce qui est injectable GLP-1, donc il n'y a pas de modification à faire. Pour les insulines, ça dépend de la classe thérapeutique. Donc je cite l'MPH, l'insulatard-cona, les analogues d'étémir et glargine qui peuvent être prescrites 1 à 2 fois par jour. Il y a aussi les rapides et les mixtars. On a la chance aujourd'hui d'avoir de nouvelles classes thérapeutiques, donc d'insuline, pardon, c'est pas insuline, nouvelle génération 2022, telles que Degludec et TGO. C'est quoi la différence en fait entre les anciennes classes thérapeutiques et la première génération? C'est en fait un profil plus plat, plus prolongé, une durée d'action qui dure 36 heures avec une flexibilité de plus ou moins 3 heures. Par exemple, le patient, il est censé faire l'injection à 20 heures, il veut sortir, il peut la faire soit avant, soit après. Et l'intérêt donc majeur, c'est absence d'hypoglycémie, surtout nocturne. Pour tester, il faut faire plusieurs points, minimum 4 points en fait d'autosurveillance. Ça va être le repas de sour, le matin, à midi, milieu de le repas. C'est beaucoup, mais en pratique, on invite le patient à faire au moins 4 automesures. Pour la prise en charge médicale, pour tout ce qui est en fait insuline, comment adapter donc avant Ramadan, pour tout ce qui est MPH, détémir, tout ce qui est basal, glargine, antus-100, glargine 300, TGO, Degludec, Ceciba, une injection par jour, on va simplement réduire d'un petit peu, de 15 à 20 à 30%, prendre à l'EFTA, tout ce qui est basal. Pour tout ce qui est insuline atrapide, dose normale à l'EFTA, toujours enlever tout ce qui est à midi et réduire la dose de sport. Donc, la prise en charge, certes, elle est difficile, surtout chez les patients sous basal bolus, avec un score de risque de 2,5. Il faut réduire la dose de basal de la rapide. On va passer donc de 4 à 3 injections, souvent risquées, donc renforcer l'autosurveillance. Et si le patient ne peut pas faire Ramadan, il ne le faut pas et on respecte cette décision. Pour la prémixée, une injection, prendre la dose normale à l'EFTAL. Deux injections, prendre la dose normale à l'EFTAL et toujours réduire celle du soir. Troisième injection, 3 injections, et si possible, on enlève celle du midi. Ce qui est préconisé actuellement à 2 mois, c'est de switcher vos patients sous MPH vers analogue, encore mieux vers NGA, une nouvelle génération, telle que TGO et Degludec. Cette année, Ramadan va donc être parmi nous le premier, donc ça va être le 22 mars. Pour les rites, ça va être 20 avril. On va à peu près jeûner donc 13h19. Et fin Ramadan, on va jeûner 14 heures. C'est toujours en moins de 16, donc 0 point selon le score. Pour conclure, donc, c'est quoi le message pour vous? Je reviens donc au focus diabète africain. Le diabète type 2 cétosique qui est en majorité décrit dans les populations africaines et afro-américaines. Il semble également exister chez les Asiatiques dans une très faible proportion chez les Caucasiens. Il est important de souligner que tous les diabétiques adultes noirs n'ont pas ce profil de diabète africain. Il s'agit de cas particuliers répondant à des critères bien précis. Sa particularité vient du fait qu'il ressemble en même temps, comme je viens de dire, à diabète type 1 au début, au cours de l'insuline, phase de rémission, et après, ça va être un diabète type 2 pour arriver dans les diabétiques oraux. Au moment de la découverte et pendant les rechutes cétosiques, sa prise en charge doit être identique à celle du diabète type 1 et au cours des phases de rémission, sa prise en charge sera identique ultérieurement comme un diabète type 2. Et je vous remercie pour votre attention. Professeur, désolée pour le petit temps qu'on a pris avant de vous répondre. C'est toujours parce qu'on coupe les micros au milieu des... Oui, c'est pas grave. Voilà, au cours des communications. Donc, merci beaucoup à vous. C'est vrai qu'on était parti pour 1h15, mais là, on est à 1h11. Et je me demande bien... Il me reste un peu de temps. Voilà, si en 4 minutes, on peut vraiment faire la phase des questions-réponses. Mais quand même, je vais essayer en demandant vraiment aux gens si on peut prendre 3 questions. Je sais que c'est une thématique très intéressante, que beaucoup certainement ont des questions à poser. Mais si on peut avoir peut-être 3 ou 4 personnes qui aimeraient poser des questions bien précises, je leur donnerai la parole. Là, j'ai 3 personnes. Je vais prendre une dernière personne en plus. J'attends. Voilà, c'est bon, je pense. Donc, on va donner la parole à Dr. Sylla Moussa. Merci d'aller droit au but parce que là, on a 3 minutes. Merci de poser directement votre question. Vous avez la parole. Merci beaucoup, vraiment. Bonsoir, bonjour à tout le monde.
Comme vous l'avez si bien dit, au nom du docteur Silla Moussa, médecin interne de l'urgence CMC de la minière Guinée-Conakry. Je remercie le professeur par rapport à sa brillante présentation sur le diabète cétosique type 2 ou le diabète africain. Donc, j'ai juste deux questions. Et la première question, allô, vous m'écoutez? Oui, 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 je vous on entends vous très bien. entend, oui, on Ok. vous entend très bien. Allez-y. Ok. La première question, c'est pourtant sur le diabète de type 2 induit par les maladies auto-immunes. Quelle prise en charge? Quelle est la prise en charge? Donc, c'est la première question. Et la deuxième Vous question, pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez je répéter? disais, Le je diabète disais, dû aux maladies auto-immunes, je pense bien, la prise en charge. oui, le diabète auto-immune, le type 2, induit, le diabète de type 2 induit par une maladie auto-immune. La prise en charge. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aussi au régime alimentaire en face du diabète cétosique. D'accord. Merci beaucoup. Professeur, je ne sais pas si vous avez retenu les deux questions. Oui, pour le diabète, en fait, type 2 auto-immun, on parle souvent de diabète type 1 auto-immun avec la présence d'anticorps, avec des anticorps qui vont agir au niveau du pancréas. Le diabète type 2, il y a le diabète type 2 classique, le diabète type lent. Et là, la prise en charge va dépendre de la forme clinique, hein. Donc, s'il y a un terrain d'auto-immunité, ça va être l'insuline, sinon ça va être les antidiabétiques oraux. Pour le régime, chez les patients en fait diabète africain cétosique, ça dépend en fait de la phase de la prise en charge. Si vous êtes au début de la maladie, chez un patient qui fait des cétoses, des hyperglycémies importantes, donc on va insister sur un régime hypoglycidique. Si on va passer au suivi où le patient va passer au profil patient diabétique type 2 avec un surpoids, c'est un régime hypocalorique. D'accord. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Je vais passer à Monsieur Soulé Abdoul Aziz. Merci de ne pas nous remercier. Posez juste vos questions parce que là, il nous reste 1 minute. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Sinon, Merci, professeur. s'il vous plaît, vous avez mon mail, vous avez mon adresse mail. Je peux répondre à vos questions par mail sans problème pour les autres qui veulent intervenir. D'accord, merci, D'accord. professeur. Moi, c'est Abdelaziz, je suis médecin généraliste ici au Niger. Ma première question, elle porte d'abord sur les complications du diabète de type 1 africain, de type 2, type africain. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que dans le diabète de type 1, de type 2, type africain, les complications cardiovasculaires constituent la principale cause de mortalité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport avec la prise en charge. Tout à l'heure, un confrère a parlé du régime alimentaire. J'aimerais savoir si on peut adapter un régime type méditerranéen à ces patients qui souffrent de diabète de type 2 africain. Et aussi, est-ce que la recherche et la prise en charge du facteur déclenchant de ce diabète peut faire partie du volet thérapeutique? Maintenant, la troisième question, c'est en rapport avec un patient Je dois noter, hein, je dois noter là, parce que je suis perdue. D'accord, c'est trois questions. La Donc, on va troisième, revenir. La première, s'il vous plaît, rapidement. oui, la première, est-ce que les complications cardiovasculaires constituent C'est la bon. première cause de La deuxième mortalité? Oui. question. La deuxième La deuxième question. question, c'est la prise en charge. Le régime type méditerranéen, est-ce qu'on peut adapter un régime type méditerranéen à un patient qui souffre d'un diabète de type africain? Et aussi, est-ce que la recherche et la prise en charge des facteurs déclencheurs de ce diabète peut faire partie aussi du volet thérapeutique? Maintenant, OK. La troisième question, quelle est la prise en charge envisageable chez un patient qui présente un syndrome métabolique et dans ce syndrome se trouve un diabète de type 2 africain? OK. Je vais répondre avec la première, la deuxième et la quatrième question en même temps. Ça rejoint la même chose. Un patient diabétique type 2 africain, c'est généralement un patient qui est jeune, en surpoids, avec une graisse abdominale. Donc, c'est un patient exposé au risque cardiovasculaire accru. Et certes, la complication cardiovasculaire reste la complication la plus fréquente dans ce profil de patient. Ce que rejoint votre question, est-ce qu'on va donc préconiser un régime méditerranéen? Ça reste toujours bénéfique d'avoir un régime méditerranéen moins gras pour ces patients, surtout qu'ils sont jeunes, pour perdre du poids. Et ça rejoint la question de prise en charge du syndrome métabolique. Pour les facteurs déclenchants, dans mes lectures, en fait, il n'y a pas de facteur déclenchant de la diabète type 2 africain comme de le diabète type 2 cétosique, en fait. Donc, rechercher un facteur déclenchant, ça n'a pas été, en fait, préconisé dans la prise en charge de ce type de diabète. Et je vous remercie. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on a pris 2 minutes
en excès puisqu'on était censé finir à 17h15. Il y a deux questions, si on peut leur permettre, c'est pas grave. Donner la parole. Merci Ok, s'il beaucoup vous à plaît. vous. Je vais donner la parole à Monsieur Adamou pour poser sa question et après à Monsieur Jude. Merci. Moi, c'est Massaoudou Ahmadou. Je vous appelle depuis le Niger. En fait, ma première Enchanté. question, c'est concernant le régime hydrodiététique. Est-ce que pendant le ramadan, il y a un changement de régime, surtout concernant les aliments sucrés? Et ma deuxième question, c'est concernant les patients diabétiques qui veulent jeûner. Je vous entends très mal, s'il vous plaît. Parlez doucement pour que je puisse noter. La première question? La première question, est-ce qu'il y a un changement de régime hydrodiététique pendant le ramadan Ok. pour les aliments sucrés? Et ma deuxième question, c'est concernant les patients diabétiques qui n'ont pas de moyen de s'acheter un glucomètre et qui veulent quand même jeûner. Et ces patients, la plupart n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent même pas les chiffres glycémiques. Est-ce qu'on peut les conseiller? On peut les parler des signes d'hypoglycémie et les jeunes, quand ils sentent des signes d'hypoglycémie, ils vont rompre le jeûne. Merci. Ok. Merci pour les deux questions très pertinentes. Pour le régime, en fait, pendant le mois de Ramadan, j'ai bien insisté sur les complications qui sont l'hypo, mais sous l'hyper. On sait tous que pour le mois de Ramadan, on mange beaucoup de sucreries, beaucoup de pâtes, beaucoup de boissons, et ça peut que déséquilibrer un patient diabétique. Donc, c'est bien de jeûner quand le médecin autorise, les conditions sont réunies, mais si c'est toujours respecter, en fait, une bonne hydratation, une alimentation riche en fibres et moins de sucre, pour que ça ne va pas retentir, en fait, sur les glycémies, surtout post-prandial ou durant la journée. Pour tout ce qui est glucomètre, en fait, c'est une question très éthique, en fait, parce qu'un patient diabétique, donc du diabétique oraux, qui a déjà jeûné l'année dernière sans glucomètre, et vous vous dites aujourd'hui, il ne faut pas jeûner parce que vous n'avez pas les moyens, ainsi de suite, c'est pas vraiment éthique et médical. Par contre, chez un patient sous insuline, un patient sous basal bolus, ou sous de 3 ou sous 2, même une prémixée, voilà, un patient sous des traitements avec des complications cardiovasculaires sans glucomètre, je pense que ça sera judicieux, en fait, de l'accompagner, d'éduquer le maximum possible et carrément lui offrir, avoir les moyens possibles. Carrément, on peut carrément, ce qu'on fait en pratique, trouver même des glucomètres pendant le mois de Ramadan, où elle a changé vers des molécules hypoglycémiantes juste pendant le mois de Ramadan pour que le patient puisse en fait, adhérer à sa religion et jeûner. Et après, malheureusement, retour donc à la normale et retour aux médicaments classiques, dans les limites possibles. Merci. Merci, professeur. On va donner la parole à Monsieur Jude pour poser des préoccupations. Ok, merci à tous pour la présentation. Merci, professeur. Moi, j'ai une question, professeur. Hier, j'ai reçu une patiente âgée de 65 ans qui avait une glycémie à jeûne à 1,81, mais l'hémoglobine glycée est revenue dans les normes. J'aimerais savoir, est-ce que pour elle avait des signes cliniques, un syndrome polyurolidicie et autres, est-ce que pour diagnostiquer un diabète chez un patient, est-ce que un critère obligatoire ou bien sans ça, on peut confirmer voilà, le diagnostic de diabète? Merci. Donc, si j'ai bien compris, l'hémoglobine glycée est de 7% et la glycémie à jeun de 1,81, c'est ça? L'hémoglobine est revenu dans les normes, c'est revenu dans les normes en tout cas. Et la glycémie à jeun était à 1,81 et elle avait des signes cliniques. C'est un syndrome polycystique et plusieurs autres symptômes. Okay. En fait, ça va dépendre de l'ancienneté du diabète. Est-ce que c'est un diabète ancien? Juste pour vous dire que c'est un diabète qui date de plus de 10 ans. La part de l'équilibre glycémique, c'est-à-dire que entre glycémie à jeun et postprandial, revient à la glycémie à jeun. Je donne l'exemple. Un patient qui est diabétique depuis 10 ans, il y a une hémoglobine glycémique à 8%. La part du déséquilibre glycémique revient à la glycémie à jeun. Par contre, un diabète récent de 2 ans, s'il a une hémoglobine glycée donc déséquilibrée, ça revient à la postprandiale. Votre patiente a 7%. A priori, elle est dans l'objectif. Par contre, elle a eu 1,8. Il faut voir, est-ce que c'est vraiment un épiphénomène? Est-ce que c'était le jour de la consultation seulement? Il faut voir aussi des postprandiaux très importants, comme je viens de dire, parce que ça participe aussi à l'équilibre glycémique. Auquel cas, si le patient a un syndrome polypédipsique d'hypertension, il faut penser à ajuster le traitement. Merci beaucoup. Merci.